Notre invité économique aujourd'hui, c'est Charles Markovitch. Bonjour Charles. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous êtes expert comptable. Effectivement. Et vous êtes très actif dans le champ de la formation pour les PME, de la conciliation entre PME, et vous faites énormément de choses, y compris écrire dans la presse quotidienne quand vous en trouvez le temps. Je vais vous surprendre peut-être avec ma question. Markovitch, difficile à porter ce nom parce que c'est un nom de beaucoup de génie dans plusieurs disciplines. Markovitch l'économiste, Markovitch le traducteur et Charles Markovitch l'expert comptable. Il vous vient d'où ce nom? De quelle histoire familiale, si je peux être indiscret? De quelle histoire familiale? Il vient de Pologne en 1922, lorsque mes grands-parents des deux côtés sont arrivés effectivement de Pologne. Une partie de la famille via l'Allemagne et l'autre partie en direct. Vaste filiation, il y a l'économie bien sûr, mais il y a les hommes derrière les discours économiques que nous faisons ici sur Radio Judaïka. Pourquoi promouvoir cette forme d'humanisme en commençant par m'intéresser à votre nom et à l'homme qui y a derrière les chroniques? Eh bien parce qu'on va parler de vaccin. Le vaccin, est-ce que c'est une entreprise philanthropique, sauver des vies, ou est-ce une affaire de gros sous? Quel est votre point de vue sur la question? Mon opinion, Julien, c'est que les sociétés pharmaceutiques, leur objectif, c'est de gagner l'argent. Et leur moyen, ce sont les médicaments. Comment font-ils leur argent? Comment font-ils leur profit? Il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse et qu'elles ont pour but, d'une manière ou d'une autre, de satisfaire leurs actionnaires. Les laboratoires pharmaceutiques se concentrent sur les produits à masse, c'est-à-dire ceux qu'ils peuvent vendre en de très grands nombres d'exemplaires, sur les produits récents et sur les produits qui leur procurent beaucoup de marge. Pourquoi? Parce que les produits qui sont peu rentables, pour différentes raisons, les produits dont les brevets sont arrivés à échéance, ou les produits qui ont très peu de perspectives, par exemple pour sauver des gens qui sont victimes de maladies orphelines, eh bien, ces produits n'intéressent pas les laboratoires pharmaceutiques. Oui, ça, c'est pas très philanthrope pour le coup, puisque c'est la masse, le nombre immense de malades qui justifie qu'un laboratoire se bouge, entre guillemets, ou pas. Et c'est bien ce qui a eu lieu avec le Covid, la course au vaccin et sa production. Est-ce que vous vous rappelez, Charles? Bon, ça commence à dater un peu. On avait vu apparaître sur le compte Twitter d'une ministre, j'en étais surpris, les prix des différents vaccins achetés par le gouvernement belge. Vous vous en rappelez de cet épisode? Ah oui, tout à fait, je m'en rappelle. Et ça permet de réagir et de comprendre différentes choses dans la philosophie, dans la stratégie de fonctionnement des laboratoires pharmaceutiques. D'abord, comment un laboratoire pharmaceutique gagne-t-il de l'argent? Avec des subsides qu'il reçoit des États, avec évidemment le produit des ventes des médicaments dans les pharmacies et des remboursements de la sécurité sociale. Alors, l'épisode que vous venez d'évoquer, Julien, il nous apprend plusieurs choses. Bon, la ministre, d'abord, elle a divulgué un secret d'affaires puisque normalement le contrat était confidentiel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Moi, je pense que c'est pas bien pour elle parce qu'elle a rompu un lien, un contrat de confiance, un écrit. Donc éventuellement, on pourrait on pourrait la poursuivre. Mais aussi, ensuite, elle a cru être forte en montrant que le gouvernement belge paiera l'entreprise Pfizer moins cher que d'autres pays comme Israël ou les États-Unis. Et qu'en fait, le gouvernement belge va rester dans son enveloppe budgétaire. Donc pour elle, le message essentiel, c'est « nous restons dans notre enveloppe budgétaire ». À mon avis, c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que Pfizer, le laboratoire pharmaceutique, a réussi un coup de maître en matière de production. Pourquoi? Parce que par exemple, aux Israéliens qui acceptent de payer plus cher, Pfizer va envoyer les commandes beaucoup plus tôt. Et je vais y revenir dans quelques instants, peut-être. D'un autre côté, les Européens, ils vont effectivement payer moins cher, mais ils vont devoir attendre pour recevoir leurs produits. On sait qu'il y a des retards, plus ou moins importants, mais le planning est déjà différent entre les pays qui payent cher et les pays qui payent moins cher. Alors, ça arrange évidemment Pfizer, le producteur, d'avoir des pays qui vont être livrés plus tôt et des pays qui vont être livrés plus tard. Pourquoi? Parce que leurs capacités de production, notamment à Puurs, en Flandre, elles ne sont pas sans limite. Et donc je pense que quand on analyse l'erreur de la ministre, on a vraiment une belle leçon de management, pour autant qu'on aille voir au second degré. Ce qu'on a découvert aussi quand elle a publié cette liste de prix, c'est qu'il y avait des variables énormes, des variations énormes entre les prix proposés par différents laboratoires. C'était assez étonnant aussi de voir ça pour, somme toute, un produit qui est le même, à savoir un vaccin contre le Covid.
Oui, mais c'est le résultat d'une négociation entre deux personnes ou entre deux institutions. Une grosse entreprise qui a ses aléas de production et ses besoins de rentabilité, et un gouvernement. Et ce gouvernement a fait le choix de respecter une enveloppe budgétaire. On peut s'interpeller là-dessus, parce qu'on a déjà fait tellement exploser le déficit budgétaire de la Belgique que se dire on va se mettre une petite limite pour une question d'image et on va accepter d'être livré beaucoup plus tard, est-ce que c'est vraiment la bonne priorité? Par exemple, en Israël, on a commandé le vaccin avant même qu'il ne soit disponible, on a accepté de payer cher, on s'est dit on va faire en même temps un confinement strict, mais grâce à cela, on va probablement pouvoir faire redémarrer notre économie plus vite. Alors, qui entre l'Union européenne et par exemple Israël va gagner? Est-ce que c'est celui qui aura privilégié le prix ou c'est celui qui aura privilégié le redémarrage de l'économie? On le saura probablement en 2021. Oui, de toute façon, des jours de confinement et l'économie à l'arrêt, évidemment que ça coûte cher. C'est aussi ça le calcul israélien. On paye un peu plus cher maintenant, mais on en payera moins les pots cassés ensuite. Après, ce qui semblait légitime aux yeux de certains dans l'échiquier politique belge, c'est que comme ça, on savait comment était utilisé notre argent. Et ça semble légitime comme requête à partir du moment où il y a l'impôt et qu'on participe à ces achats-là en tant que citoyen. Effectivement, mais je pense que c'est un autre débat que celui de la rentabilité du mécanisme de fonctionnement et de paiement. Effectivement, le citoyen a parfaitement le droit de savoir où va son argent. Maintenant, est-ce que c'est au citoyen de se prononcer s'il vaut mieux payer plus cher et être livré avant ou payer moins cher et être payé après? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas mon domaine de compétence ici. J'essaye de montrer les impacts des différents prix et comment les entreprises ont intérêt à avoir une stratégie de vente de leurs produits. Ici, en Belgique, on était surpris et fiers à la fois de découvrir que le vaccin Pfizer, justement, est produit en Belgique. Où les médicaments sont-ils produits en général? Effectivement, la Belgique est une terre traditionnellement qui prête l'asile ou qui héberge plutôt, pour le dire de manière plus positive, de nombreuses sociétés pharmaceutiques. Mais il faut savoir que depuis longtemps, la production de médicaments est une spécialisation indienne. Certes, depuis quelques années, la Chine se développe aussi, elle produise, la Chine et l'Inde, aujourd'hui 80% des médicaments du monde. La Belgique a mis des incitants fiscaux, la recherche au développement et des incitants pour les sociétés pharmaceutiques, ce qui fait qu'on a eu de nombreux centres de recherche en Wallonie, en Flandre, depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que les marchés se déplacent, que les centres de recherche et les centres de production, eux aussi, se déplacent vers l'Orient, ils se déplacent à l'Est. Et n'oubliez pas que les fabricants, les sociétés pharmaceutiques, sont des sociétés cotées en bourse qui n'ont qu'un seul objectif, c'est faire du profit au moyen des médicaments, au moyen de leurs produits. On a Pfizer à Puurs, mais on a aussi en Wallonie d'autres entreprises comme GDK, Eurogentech et Novacep. D'ailleurs, vous avez peut-être lu récemment dans la presse que le gouvernement wallon a décidé de prendre des mesures pour les aider parce qu'il tient à ce que les centres pharmaceutiques restent dans notre pays. Oui, ça semble absolument évident, ne serait-ce que pour les délais de production, autant que pour les conditions d'achat. Je reviens sur ce que vous avez dit, ce sera notre conclusion. La Chine et l'Inde ont donc clairement pris pour l'instant le lead. Ce sont les premiers au niveau de la production de médicaments. Ça, c'est clair, c'est, vous le disiez, 80%. Effectivement, c'est aujourd'hui 80%. C'est dans l'air du temps, le développement de l'industrie, mais pas cela uniquement, aussi de l'innovation, le développement de ces industries, dont la pharmaceutique, vers les pays de l'Est. C'était déjà le cas vers l'Inde, c'est encore plus le cas vers la Chine. Merci Charles Markovitch pour ces informations intéressantes, surprenantes et évidemment derrière tout soin de santé, il y a un business sans quoi ça n'existerait pas à cette échelle. À bientôt. À bientôt, portez-vous bien.